Mes chers élèves de première A, bien le bonjour. À travers cette vidéo, nous allons, je l'espère, comprendre comment exploiter un spectre infrarouge. À quoi peut donc servir un spectre infrarouge? Il va nous permettre de déterminer et de confirmer la présence de certains groupes caractéristiques au sein d'une molécule. Un spectre infrarouge se présente sous cette forme et on va rechercher la présence ou l'absence de certains signaux que l'on appellera bandes d'absorption et qui seront les témoins de la présence de tel ou tel groupe caractéristique, comme par exemple un alcool, un aldéhyde, une cétone, un acide carboxylique, etc. Prenons en guise d'échauffement un ou deux exemples. Alors si on met entre les mains d'un chimiste organicien ce spectre et qu'on lui demande de déterminer de quelle molécule il peut s'agir, il y a un seul signal qui va lui sauter aux yeux, tout le reste, ça ne l'intéressera pas. C'est ce signal-là, et ce signal, c'est le témoin de la présence dans la molécule inconnue d'une liaison OH, et seulement d'une liaison OH. Il n'y a pas d'autre signal intéressant, pas d'autre groupement. Et donc ce sera forcément un alcool. Alors quel alcool ça pourrait être? Impossible de le déterminer grâce à uniquement un spectre infrarouge. Il aura besoin d'autres indices pour savoir de quel alcool il s'agit. Ça peut donc être le méthanol, ça peut être l'éthanol, ça peut être le propanol, ça peut être le butanol. Bon, je pense qu'on ne va pas tous les faire. Si, oui, Étienne? Oui, tu veux en faire d'autres? Ok, pas de problème. Juste un petit peu relou. Ça peut être le pentanol, ça peut être l'hexanol, ça peut être l'heptanol, ça peut être l'octanol. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, Étienne, oui? Non, toi, tu veux d'autres exemples. Ok, pas de problème. Ça peut être n'importe quel alcool. Mais par contre, ça ne pourra pas être un aldéhyde, ça ne pourra pas être une cétone, ça ne pourra pas être un acide carboxylique, et ça, c'est une certitude. Deuxième exemple, on met toujours entre les mains du chimiste organicien ce spectre, et là, il n'y a qu'un seul pic qui va l'intéresser, qu'un seul signal, c'est celui-ci. Et ce signal, en fait, il ne va pas être très intéressant parce que c'est le signal qui correspond à la liaison CH. Et des liaisons CH, il y en a dans quasiment la totalité des molécules organiques. D'ailleurs, dans les spectres que l'on va exploiter dans les exercices, ce pic sera toujours présent, et donc ce ne sera jamais une surprise de le voir. Alors, s'il n'y a pas autre chose que des liaisons CH, si vous avez bien compris le cours sur la nomenclature, c'est forcément un alcane. Alors quel alcane ça peut être? Alors là, il n'y a aucune idée, ça peut être n'importe quel alcane, ça peut être le méthane, ça peut être l'éthane, ça peut être le propane, ça peut être le butane, le pentane, le cyclopentane, l'hexane, le cyclohexane, le zinodinzidane, le Michael Jordan, ça peut être n'importe quel alcane. Alors, au niveau du principe, le fonctionnement du spectromètre infrarouge, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a quelques explications dans la fiche de cours que je vais vous faire parvenir. On va uniquement nous s'intéresser à comment exploiter le spectre infrarouge. On va être assez concis sur cette partie-là. Alors voici à quoi ressemble un spectromètre infrarouge. On va déposer notre échantillon à ce niveau-là, on va fermer le clapet, on va appuyer sur deux boutons et paf, sur notre écran d'ordinateur va s'afficher le spectre infrarouge. Alors, cet appareil, il est de taille modeste. À titre de comparaison, vous avez une pissette vraisemblablement d'éthanol, parce qu'on nettoie la partie où on dépose notre échantillon avec de l'éthanol. Et ce type d'appareil, ça coûte entre 15 et 20 000 euros à tout casser. Et c'est pas, alors évidemment, ça peut paraître une belle somme, mais l'année prochaine, on va apprendre à exploiter ce type de spectre, un spectre RMN pour résonance magnétique nucléaire. Et ce type de spectre, c'est beaucoup plus puissant qu'un spectre infrarouge. Ce type de spectre, quand on sait l'exploiter, il va nous donner accès à la formule développée de la molécule. Je le rappelle, le spectre infrarouge, lui, va juste nous permettre de savoir quelle fonction se trouve sur notre molécule. Alors, je dis juste comme si c'était facile, mais c'est déjà pas mal de savoir qu'on est face à un alcool, une cétone ou autre chose. Et pour obtenir ce type de spectre, on a besoin d'un appareil, spectromètre RMN, et là, au niveau des tarots, c'est pas du tout la même chanson. On est directement sur plusieurs millions d'euros. On va revenir sur le principe de notre spectre infrarouge. Donc, on a une source d'infrarouge qui va être envoyée, qui va parcourir tout un chemin à l'aide d'un jeune miroir, et ce rayonnement infrarouge va traverser notre échantillon, et notre échantillon va absorber une partie de ce rayonnement, et le rayonnement qui ne sera pas absorbé va arriver au niveau d'un détecteur, et ce rayonnement va être transformé en signal électrique, et paf, on va obtenir sur notre ordinateur donc le spectre infrarouge.
Voilà donc l'allure du spectre infrarouge. On a en abscisse le nombre d'ondes, en ordonnée la transmittance, et on va apprendre à repérer la présence de certaines bandes intéressantes. Entre 500 cm-1 et 1500 cm-1, on n'ira jamais regarder ce qui se passe. Pourquoi? C'est une zone que l'on appelle la zone des empreintes digitales, et très souvent, il y a tellement de signaux que l'on ne peut pas s'y retrouver. C'est une zone qui va être caractéristique de chaque substance. Nous, on va plutôt regarder ce qui se passe entre 1500 et 4000 cm-1. Alors, au niveau des bandes caractéristiques, vous avez le droit vous n'avez pas à apprendre par cœur toutes les bandes caractéristiques. Il y en a des dizaines et des dizaines. Souvent, par exemple au bac, les terminales, ils ont accès à ce genre de table pour pouvoir décortiquer un spectre infrarouge convenablement. Mais dans un souci d'efficacité, je vais vous demander de retenir principalement en première 3 bandes caractéristiques. La première bande caractéristique qui va nous intéresser, alors c'est pas la plus intéressante parce qu'elle sera présente sur tous les spectres. C'est entre 2900 et 3100 cm-1. C'est une bande qui va nous témoigner la présence d'une liaison CH. Ensuite, une autre bande à retenir, c'est une bande qui a cette forme caractéristique, un signal assez élargi en une espèce de patate. Cette patate, elle peut voyager entre 2800 et 3500 cm-1. Elle ne sera pas toujours à ce niveau-là, elle se balade un petit peu partout. Et donc c'est vraiment la forme caractéristique élargie qui va nous intéresser. Et cette bande-là, c'est la bande de la liaison OH. Donc ça peut être celle d'un alcool, mais attention, ça peut aussi être un acide carboxylique. Enfin, la dernière bande qu'il faudra retenir, c'est une bande qui sera assez fine et très intense, elle va quasiment jusqu'en bas. Elle sera vers 1700 cm-1 et cette bande va être le témoin de la présence dans la molécule d'une double liaison carbone-oxygène. Alors là, ça peut être un aldéhyde, ça peut être une cétone, ça peut être un acide carboxylique. Ici, il faut regarder très précisément, mais des fois, on ne sera pas forcément capable de savoir si c'est un aldéhyde ou une cétone. On aura besoin d'un autre outil, un outil dont j'ai parlé tout à l'heure, le spectre RMN, mais ça, on en parlera l'année prochaine. Alors pour voir si vous avez bien compris, juste un petit exemple comme ceci. Ici, vous avez 4 molécules, vous avez un spectre, et il faut attribuer ce spectre à l'une des molécules. Donc, quand vous êtes face à ce genre d'exercice, je vous déconseille de regarder directement les molécules, je vous conseille d'abord de regarder le spectre, d'identifier les bandes intéressantes, et ensuite de choisir quelle est la molécule. Donc quand on regarde ce spectre, la bande qui saute aux yeux tout de suite, c'est celle-ci, cette espèce de patate, et on sait qu'on a un OH dans la molécule. Donc on regarde, alors ça peut toujours être celle-ci, ah non, là c'est fini, cette molécule n'est plus candidate. Cette molécule non plus, on a donc le choix entre la première et la troisième. On va continuer d'exploiter les pics, on a toujours ce pic qui nous prouve qu'il y a une liaison CH, mais il y a des liaisons CH dans toutes les molécules, donc en gros il ne sert à rien. Et on a ce pic-là, alors ce pic-là, il ne fait pas partie des pics à retenir, mais ce pic, c'est le signal caractéristique de la double liaison carbone-carbone. Donc c'est cette molécule qui correspond à ce spectre-là. Et on regarde à 1700, alors 1700 c'est ici, 1700, on n'a pas notre gros pic qui correspond à la double liaison carbone-oxygène, donc ça ne peut pas être cette molécule, ça ne peut pas être cette molécule, ni celle-ci. Un petit bilan sur l'utilité des spectres infrarouges, donc il nous renseigne sur la présence ou non de certaines fonctions. Et il y a 3 bandes en première à retenir, l'espèce de patate pour le OH, la bande à environ 3000 pour le CH, et enfin la grande bande à 1700 pour la double liaison carbone-oxygène. Une autre utilité des spectres RMN, c'est le suivi, ça permet le suivi d'une réaction. Admettons qu'on souhaite transformer cet alcool en aldéhyde, à l'aide d'une oxydation de Swern, on va faire un prélèvement avant le début de la réaction, et donc on a ce spectre-là, on reconnaît bien la patate caractéristique du OH, et on regarde à 1700, il n'y a rien. On va faire tourner notre réaction, qui va durer, on va dire 4 heures pour cette réaction. Au bout de 2 heures, on fait un prélèvement. On a donc un spectre de l'état intermédiaire. On voit bien qu'on a toujours cette espèce de patate, mais là, hop, la double liaison carbone-oxygène, on voit bien qu'on réussit notre transformation parce qu'on a ce pic à 1700. Et lorsque notre réaction est terminée, eh bien, on sait qu'elle est terminée, on n'a plus aucun signal correspondant au OH, et on a bien notre double liaison carbone-oxygène. Voilà, c'est fini pour cette petite partie, cette partie de cours sur le spectre infrarouge. À bientôt les premières A.